Je vais vous parler ce soir de la colonie royale. Il s'agit de la deuxième conférence de la série et ça porte sur la Nouvelle-France à l'époque de 1663 jusqu'à 1760. À la fin de la première conférence, on avait vu que la Nouvelle-France était au bord de la ruine. La menace iroquoise était très pressante, malgré l'exploit de Dollard des Ormeaux au Lonceau. Cette menace était loin d'être écartée. En fait, on peut dire que la compagnie des Sans-Associés n'avait plus les moyens de tenir militairement cette colonie. Il a donc fallu que le roi de France s'en mêle. Et le roi de France a décidé de venir au secours de la colonie grâce à l'intervention de Monseigneur de Laval. S'il n'y avait eu les pressions, les représentations de Monseigneur de Laval à la cour de Paris, la colonie de la Nouvelle-France aurait probablement été abandonnée. Il faut dire aussi que les Jésuites et tout leur réseau d'influence ont aidé beaucoup au travail de Monseigneur de Laval. Donc, ne serait-ce que pour ça, Monseigneur de Laval mérite le titre de sauveur de la colonie. Mais Monseigneur de Laval n'aurait pas pu atteindre son objectif si la situation politique en France n'avait pas été différente de ce qu'elle était quelques années auparavant. En fait, lorsqu'on arrive autour de 1660, les choses vont bien en France. Mazarin avait réussi à écraser la Fronde, qui était la révolte des nobles. La France vient de signer un traité de paix avec l'Espagne, son ennemi traditionnel, le traité des Pyrénées, en 1659. Il y a un nouveau roi, un jeune roi très énergique, Louis XIV, qui prend les commandes du royaume à l'âge de 21 ans et qui s'adjoint un très grand ministre de la Marine, Jean-Baptiste Colbert. Alors, Colbert joua un rôle très, très important dans le développement de la colonie parce que Colbert préconisait une politique maritime. Pour lui, la grandeur, l'avenir de la France reposait sur une forte marine et sur un grand empire colonial. C'est qu'en France, la France, c'est pas comme l'Angleterre. L'Angleterre, c'est une île. Alors, la politique anglaise, elle est déjà toute tracée. C'est une politique maritime. L'Angleterre n'a pas à se battre sur son territoire. Depuis 1066, depuis que les Normands de Guillaume le Conquérant ont envahi l'Angleterre, jamais les Anglais n'ont eu à se battre sur leur territoire. Ce qui fait que toutes leurs ressources militaires, ils peuvent le mettre sur la marine. Ce qui explique historiquement la supériorité de la marine anglaise sur la marine française. La France, elle est moitié maritime, moitié maritime et moitié continentale. Donc, la politique française va toujours être divisée entre ces deux tendances. Si on va un peu plus à l'est, l'Allemagne, l'Allemagne, elle a toujours été uniquement continentale. Donc, on voit que la géographie détermine très souvent la politique extérieure d'un pays. Mais du temps de Colbert, c'est la politique maritime qui va l'emporter dans l'entourage du roi. Ce que Colbert se disait, lui, il disait que pour que la France reste une grande puissance, elle devait avoir une puissante marine. Pour qu'elle ait une puissante marine, il fallait qu'elle ait des colonies. Parce que à cette époque-là, les navires de guerre ou les navires de commerce, c'est la même chose. Aujourd'hui, un navire de commerce et un navire de guerre, c'est très, très différent. Vous ne pouvez pas passer facilement de l'un à l'autre. Mais à cette époque-là, un navire de guerre ou un navire de commerce, c'est la même chose. Alors, comment occupe-t-on une marine de guerre en temps de paix? Il faut que ces marins-là continuent à vivre, il faut que ces navires-là soient entretenus. Alors, il fallait les recycler dans le commerce. Alors, dans le fond, Colbert voulait que la France ait des colonies et ait un commerce commercial pour pouvoir maintenir une puissante marine de guerre en temps de paix. Alors donc, pour toutes ces raisons, le roi Louis XIV décide de s'occuper directement de la colonie et de l'organiser sur le modèle d'une province française. À cette époque-là, la France est divisée en 20 provinces qui ont chacune un gouverneur, un intendant et aussi un parlement. Les parlements des provinces françaises, ce ne sont pas des institutions politiques comme le sont les parlements d'aujourd'hui. Le Parlement français, c'est pas comme le Parlement anglais. Le Parlement français, c'est un peu une institution politique, mais surtout une institution juridique.
C'est surtout un tribunal. Quand on parle du Parlement de Paris, c'est un peu comme la Cour suprême maintenant aujourd'hui. Alors donc, c'était ces trois institutions-là qui gouvernaient les provinces. On va créer ici le même genre d'institution. C'est-à-dire qu'on va envoyer un gouverneur nommé directement par le roi et qui, lui, devait s'occuper principalement de la paix, de la guerre et des relations diplomatiques. Donc, le gouverneur, c'est le chef militaire et c'est le chef des relations avec les Indiens et aussi avec les colonies anglaises d'Amérique. L'intendant, lui, c'est celui qui s'occupe d'à peu près tout ce qui est pratique. Où on dirait aujourd'hui, c'est un peu le ministre du développement économique. Alors, l'intendant s'occupait de la colonisation, de l'agriculture, du commerce. Il s'occupait de la justice. Il s'occupait en fait de tout ce qui ne concernait pas la guerre et les relations extérieures. Et il y avait troisièmement le Conseil souverain, qui était comme un parlement français. Et le Conseil souverain était formé du gouverneur, de l'intendant et aussi de l'évêque. L'évêque de Québec siégeait d'office sur le Conseil souverain. Donc, on peut voir que l'autorité ecclésiastique se trouve à être intégrée dans l'autorité civile. Finalement, il y avait 3 syndics qui étaient élus. Et oui, il y avait déjà des élections à ce moment-là. Un syndic pour Québec, un pour Montréal et un pour Trois-Rivières. Et il y avait aussi d'autres conseillers qui étaient nommés par entente entre le gouverneur et l'évêque. L'avantage de ces institutions-là, c'était que on avait un régime très autoritaire, un régime absolutiste sur le modèle de la France de Louis XIV, mais que cet absolutisme était tempéré par la présence d'autres pouvoirs. Ainsi, si le gouverneur faisait mal son travail, il y avait toujours l'intendant pour le ramener à l'ordre, et si l'intendant travaillait mal, ben, il y avait le gouverneur pour le surveiller. Et puis en plus, il y avait l'évêque qui surveillait les 2 autres personnages. Donc finalement, ça nous donnait un régime de gouvernement qui était assez bon. Le désavantage, c'est que parfois, c'était la querelle entre le gouverneur et l'intendant. Parce que souvent, les fonctions entre les deux n'étaient pas toujours clairement définies. Et aussi, il faut dire que les deux étaient profondément engagés dans le commerce de la fourrure et souvent se faisaient concurrence dans ce domaine-là. Mais d'une manière générale, les institutions politiques de la Nouvelle-France vont être assez efficaces. Pendant ce temps, Monseigneur de Laval organise l'Église. On peut dire que l'Église canadienne du 16e siècle, du 17e, je m'excuse, nous sommes rendus au 17e, est en général plus saine que l'Église de France. Pourquoi? Tout d'abord parce qu'il y a un esprit missionnaire qui l'anime. Quand un prêtre décide de venir en Nouvelle-France, c'est évident que c'est pas pour se trouver une sinécure. Il n'y a pas beaucoup de bénéfices à aller chercher ici. Alors, c'est plutôt le martyre qu'on vient chercher. Alors, c'est l'esprit missionnaire de l'Église française de la Contre-Réforme. C'est un clergé qui est généralement assez pauvre. On n'a pas ici, dans notre clergé, le problème des cadets de famille. Vous savez, en France, dans les familles nobles, le fils aîné héritait de la terre du père. Les autres fils aînés, on le plaçait dans l'armée du roi. Mais les fils cadets, on ne savait pas trop quoi en faire. Alors, souvent, on les envoyait dans l'Église pour qu'ils puissent avoir un poste prestigieux, de bons bénéfices, mais ils n'avaient très souvent pas la vocation. Et c'est un problème sérieux qui va corrompre l'Église de France sous l'Ancien Régime. Mais ici, on n'avait pas du tout ce problème-là. On n'avait pas ou très peu d'hérésie en Nouvelle-France, peut-être un petit peu de gallicanisme. Parfois, le gouverneur avait, un peu comme le roi de France, la prétention de réglementer l'Église. Par exemple, le gouverneur, ça prenait sa permission pour qu'une jeune fille rentre en communauté religieuse. Le gouverneur avait la prétention de taxer les églises. Il y a eu quelques conflits comme ça entre l'Église et l'État, beaucoup moins qu'en France. En France, à cette époque-là, c'était très considérable, même qu'à un moment donné, le roi Louis XIV va être excommunié par le pape à cause des conflits entre l'Église et l'État. Ici, c'était moins grave, mais il y avait quand même un certain gallicanisme. Par contre, on n'avait aucun protestant. Déjà,
Richelieu avait interdit les protestants au Canada. Et on ne trouvera pas de jansénisme. Le jansénisme qui est la grande hérésie en France de la fin du XVIIe siècle. Notre Église était peut-être un peu rigoriste, il faut dire, notamment quand on lit les écrits de quelqu'un comme Monseigneur de Saint-Vallier, à la lumière de nos critères d'aujourd'hui, même des critères des catholiques traditionnalistes, je parle même pas des modernistes, il nous semble un petit peu rigoureux. Il faut dire que au 19e siècle, grâce à l'effet bénéfique de l'ultramontanisme, qui va être répandu ici par Monseigneur Bourget, l'Église va devenir beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus indulgente et va adopter la morale de saint Alphonse de Ligorie. Un exemple de rigorisme qu'il y avait dans le temps de Monseigneur de Saint-Vallier, c'était les absolutions différées. C'est-à-dire que quelqu'un se confessait et le prêtre attendait, pouvait attendre même plusieurs mois, parfois même un an avant de lui donner l'absolution pour bien vérifier qu'il revienne dans le droit chemin avant de l'absoudre de ses péchés. Alors, les gens se confessaient assez peu à cette époque-là. Les gens communiaient une fois par année. Donc, c'était très, très rigoriste. Avec la morale de saint Alphonse, les choses vont changer au 19e siècle. Donc, le Canada est organisé comme une province française avec un intendant. Le premier intendant qui va être envoyé ici, c'est Jean Talon. C'est le premier et de loin le plus grand de nos intendants. S'il n'y avait eu Jean Talon, je pense qu'il n'y aurait pas de peuple français en Amérique aujourd'hui. Peut-être que Dollard des Ormeaux a sauvé la colonie sur le plan militaire contre les Iroquois. Frontenac va la sauver contre les Anglais. Monseigneur de Laval l'a peut-être sauvé sur le plan spirituel, mais sur le plan du peuplement, de l'organisation, de la colonisation du territoire, c'est nettement Jean Talon qui va faire l'essentiel du travail. En France, on rêvait de créer une espèce de population métissée ici. On disait, bon, on va envoyer quelques Français, ils vont se mélanger avec les Indiens, puis ça va nous faire une belle colonie, un peu comme les Espagnols avaient fait en Amérique latine. Sauf que, ici, il n'y en aura à peu près pas de métissage. L'idée que les Canadiens français ont tous du sang indien, c'est un mythe. En fait, quand on regarde nos origines ethniques, la plupart d'entre nous sommes français à peu près à 95%. Faites votre arbre généalogique et 95% des gens qu'il va y avoir là-dedans vont être des Français. Il y aura un 5% peut-être d'Anglais, d'Irlandais. Si vous trouvez réellement un Indien, vous allez être chanceux. Donc, ça, c'est un mythe dont il faut se débarrasser. Et puis, pourquoi il n'y a pas eu ce métissage-là? Ben, c'est tout simplement parce que, comme je vous l'avais expliqué lors de la première conférence, les Indiens n'ont pas été christianisés, n'ont pas été européanisés. Ils avaient un mode de vie beaucoup trop libre, beaucoup trop sauvage pour finalement être capable de s'intégrer à une culture européenne. En Amérique du Sud, c'était différent parce que les Indiens étaient un peu plus avancés que ceux d'Amérique du Nord, donc ils vont pouvoir mieux s'intégrer avec les Espagnols. Alors donc, comme on ne pouvait pas compter sur l'apport amérindien pour former une population, il fallait faire venir des Français. Et pourtant, il y en a très peu qui vont venir. Il y en a très peu, même si la France était à l'époque le pays le plus peuplé d'Europe. Alors pourquoi les Français n'étaient-ils pas intéressés à immigrer ici? Ben, c'est parce que la France était très riche. On vivait assez bien en France, toute proportion gardée, là, pour étant donné les moyens techniques de l'époque. On vivait assez bien en France à cette époque-là. Deuxièmement, l'économie de la Nouvelle-France va toujours être axée sur le commerce des fourrures. Or, le commerce des fourrures exige peu de main-d'œuvre. On avait besoin de quelques paysans pour produire la nourriture, pour faire vivre les gens qui étaient ici. Mais pour faire fonctionner l'économie, pour faire fonctionner le commerce de la fourrure, on avait besoin d'assez peu de population. Alors que dans un État comme la Virginie, par exemple, en Amérique, dans l'Amérique anglaise, l'économie reposait essentiellement sur la culture du tabac. Alors ça exige beaucoup de main-d'œuvre.
Alors, c'est pour ces raisons-là que la Nouvelle-Angleterre va attirer beaucoup de main-d'œuvre, alors que la Nouvelle-France en attire assez peu. Et en plus, on n'a pas accepté en Nouvelle-France les protestants, comme je vous l'avais expliqué, et non plus tous les déchets sociaux dont les Anglais, eux autres, se débarrassaient en les envoyant notamment en Australie. Vous savez, l'Australie a été vraiment une colonie pénitentiaire dont on se débarrassait des criminels. Attention, des criminels, là. Quand on prenait un criminel en Angleterre au 18e siècle, d'habitude, on le pendait. Vous savez que même ici au Canada, il y avait la peine de mort pour quelqu'un qui changeait les bornes dans le fleuve Saint-Laurent. Alors, le droit anglais du 19e, du 18e et du 19e était très sévère. On a eu ici à Montréal des cas de pendaison d'enfants de 12 ans qui étaient pendus pour avoir volé une vache ou une dizaine de shillings. Alors donc, ce qu'on envoyait en Australie, c'était pas vraiment des criminels, c'était plutôt ce qu'on dirait aujourd'hui des marginaux sociaux, là, des mésadaptés. Mais quoi qu'il en soit, on a fait ça en Australie, on a fait ça dans les Antilles anglaises. Les Français aussi vont se débarrasser de leurs mauvais sujets en les envoyant dans les Antilles. Mais ici, au Canada, on n'aura pas ce genre d'émigration-là. Et finalement, c'est sûr que la dureté du climat décourageait certainement un grand nombre de Français de s'installer ici. Beaucoup vont venir, peu vont rester. Pour 2 immigrants qui viennent, ou enfin je crois que le rapport était de 2 sur 3 qui repartaient. Alors donc c'est pas parce que quelqu'un décidait de venir s'installer au Canada qu'il restait loin de là. Alors donc c'est pour toutes ces raisons que la Nouvelle-France va être sous-peuplée en comparaison de la Nouvelle-Angleterre. En 1760, par exemple, la Nouvelle-France va compter 70 000 habitants, alors que la Nouvelle-Angleterre avait déjà plus d'1 million d'habitants. Alors donc, il y avait une disproportion considérable. N'empêche que c'est sous Jean Talon que le peuplement, l'essentiel du peuplement va se faire. Sur les quelques 10 000 Français qui vont immigrer ici tout au long de la Nouvelle-France, il y en a 4 000 qui vont venir sous Jean Talon. Donc 40% de l'immigration va venir finalement dans une période d'une dizaine d'années. Les colons canadiens étaient jeunes et forts. En général, ils viennent de l'ouest de la France. Ils parlent français. On n'a pas eu de patois ici. Ils n'étaient pas riches, c'est certain, mais ils n'étaient pas miséreux non plus. Alors, ils sont formés par quoi? Il y a 4 types d'immigrants qui arrivent. Il y a d'abord les engagés. Les engagés, eux autres, ils signent un contrat. Habituellement, c'est des ouvriers, des artisans. Alors, ils signent un contrat de 3 ans pour travailler ici. Et après 3 ans, ils peuvent retourner en France ou s'installer ici. S'ils s'installent au pays, ils ont une terre gratuite. Et très souvent, ils choisissaient de rester. Donc, ça va être un groupe important d'immigrants. L'autre groupe, c'est les soldats. Les soldats qui faisaient leur service ici, après un certain nombre d'années, pouvaient bénéficier d'une terre gratuite et s'installer au pays. Il va y avoir un certain nombre de paysans qui vont venir directement de France pour avoir des terres ici. Il faut dire qu'en France, à cette époque-là, les terres sont très rares. La France est peuplée, les terres sont petites, alors qu'ici, il y a vraiment une disponibilité considérable. Mais tous ces personnages-là sont sont toujours des hommes. Alors donc, il va y avoir très tôt un déséquilibre entre le nombre d'hommes et le nombre de femmes dans la colonie. Et c'est pour ça que il va falloir faire venir les filles du roi. Alors, on a répandu beaucoup de légendes au sujet des fameuses filles du roi. On a dit que c'était des femmes de mauvaise vie dont on voulait se débarrasser. Alors, tout ça est très faux. Je vous l'ai dit plus tôt, le Canada n'a pas été un déversoir pour déchets sociaux. Les filles du roi, c'était tout simplement des orphelines qui avaient été élevées par des religieuses dans des maisons qui étaient subventionnées par le roi. C'est pour ça qu'on les appelait les filles du roi. Alors donc, c'était des femmes d'une moralité impeccable et c'est elles qui vont être les mères de familles très nombreuses qui vont permettre de peupler le pays. Cette légende noire des filles du roi
elle vient du baron de La Hontan. Le fameux baron de La Hontan qui a fait dans les années 1680 un voyage ici et qui a répandu toutes sortes de légendes disgracieuses sur nos ancêtres. Et au même moment où il faisait tout pour discréditer nos ancêtres, il faisait tout pour louanger les Indiens. Alors pourquoi? C'est qu'en fait, le baron de La Hontan était déjà un espèce de voltairien avant l'heure. C'était un libertin au sens philosophique du terme, c'est-à-dire c'est la même chose qu'un libre penseur du 19e ou un philosophe des Lumières du 18e. C'est finalement un ennemi de l'Église. Au 17e, on les appelait les libertins, ce qui ne l'empêchait pas d'ailleurs d'être libertin, mais aussi au sens moderne du terme. Et le baron de La Hontan voulait discréditer tout ce qui se rattachait à la monarchie française ou à l'Église catholique. D'ailleurs, il va finir par passer au service du roi d'Angleterre. Il va trahir son propre pays. Il a également répandu la légende à l'effet qu'il y avait des bagnards qui avaient été envoyés comme immigrants ici en Nouvelle-France. Les seuls criminels, entre guillemets, qu'on a reçus à titre d'immigrants sont ce qu'on appelait les faux-sauniers. Les faux-sauniers, c'était des gens qui faisaient le commerce clandestin du sel. C'est qu'au temps de Louis XIV, on va imposer des taxes sur le sel. Alors le sel, c'était pas simplement pour assaisonner les aliments à cette époque-là, c'était en fait pour les conserver. On est avant l'invention du réfrigérateur. Donc le sel est vraiment un produit de première nécessité. Et ça avait scandalisé, avec raison, la population française que le roi impose un produit d'aussi grande importance. Alors donc, il y avait tout un réseau de contrebande de sel qui s'était fait. Et c'était très difficile pour le roi de contrôler ça, parce que la plupart des soldats qui étaient chargés de trouver les contrebandiers étaient en fait sympathisants des contrebandiers. Alors donc, les fameux faux-sauniers qui sont arrivés ici, c'était tout simplement des gens qui refusaient de payer de l'impôt. Ce n'étaient donc pas des criminels, c'était plutôt des héros. Jean Talon va également appliquer diverses politiques pour encourager la natalité au pays. Les filles du roi, lorsqu'elles vont se marier, vont avoir droit à une dot qui va être donnée par l'intendant. On forçait, par exemple, les hommes à prendre épouse dans les 15 jours de l'arrivée des filles du roi. Et la sanction, pour ceux qui refusaient de le faire, c'était de perdre le permis de traite des fourrures avec les Indiens. Alors donc, les coureurs des bois devaient se marier et devaient se sédentariser, devaient s'installer sur une terre pour développer le pays. Bon, évidemment, la sanction était tout à fait théorique, parce que quand quelqu'un voulait pas se marier puis qu'il décidait de s'en aller dans le bois puis d'aller vivre avec les Indiens, il n'y avait aucun moyen de le retrouver, sauf si, après quelques années, il décidait de revenir à Montréal ou à Québec. Eh bien là, à ce moment-là, la police lui mettait la main dessus et le forçait à se marier. Il y avait également des récompenses qui étaient accordées aux pères de familles nombreuses. Quelqu'un qui avait 10 enfants recevait 300 livres. Quelqu'un qui avait 12 enfants recevait 400 livres. Et les parents dont les enfants n'étaient pas mariés, soit à l'âge de 20 ans pour les garçons ou de 16 ans pour les filles, devaient rencontrer l'intendant pour expliquer pour quelles raisons leurs enfants n'étaient pas encore mariés à ce moment-là. Alors finalement, ça va donner des résultats et on aura en Nouvelle-France une natalité très très forte, beaucoup plus forte que ce qu'il y avait en France à la même époque. Mais c'est pas tout de peupler le pays, encore faut-il le coloniser, et on va coloniser les terres de la vallée du Saint-Laurent par le régime seigneurial. Alors voici ce qu'est le régime seigneurial. C'est qu'on donnait à quelqu'un, un seigneur, on lui donnait une très très grande terre, non pas pour qu'il la cultive lui-même, mais plutôt pour qu'il la divise et qu'il la donne, parce que dans ce temps-là, on ne vend pas les terres, on les donne, pour qu'il la donne à d'autres paysans qu'on appelait les censitaires. Et à ce moment-là, il s'établissait un rapport hiérarchique entre le seigneur et les censitaires. Le seigneur avait plusieurs obligations. D'abord, il devait faire acte de foi et hommage au roi.
il était tenu de mettre son domaine en valeur sous peine de confiscation. Donc, si une seigneurie ne se développait pas après un certain nombre d'années, ben, le seigneur la perdait. C'était l'intendant qui était chargé de vérifier tout ça. Il était obligé de concéder ses terres aux censitaires. Il devait dans sa seigneurie développer un moulin pour moudre le blé plutôt. Il était également chargé d'administrer la justice seigneuriale. S'il y avait des chicanes entre censitaires, ben, c'était le seigneur qui devait les trancher. Et si les gens étaient insatisfaits de la décision du seigneur, ben là, ils pouvaient en appeler à l'intendant. Il devait également faire un rapport à l'intendant sur l'état de sa seigneurie et, de fait, il va devenir aussi le responsable de la défense de la seigneurie contre les Iroquois. Parce que la guerre contre les Iroquois, je vais vous en parler tantôt, c'était plutôt une petite guérilla, des raids de surprise et tout ça. Alors, comme le seigneur avait un manoir qui était en pierre, c'était une espèce de petit château fort là, où les censitaires pouvaient se réfugier lorsqu'il y avait des attaques d'Iroquois. Et pendant la trentaine d'années que va durer les guerres indiennes ici, les seigneurs vont s'illustrer dans la lutte contre les Iroquois. En échange de ses obligations, le seigneur avait des privilèges. Il recevait une grande terre, il recevait un titre de noblesse. Bon, faisons-nous pas d'illusions, c'était pas très très prestigieux d'être seigneur canadien, là, donc vous impressionniez personne à Versailles avec ça. Ce n'était pas une vraie noblesse comme en France, mais c'était, dans les conditions de la colonie, c'était quand même quelque chose d'intéressant. Il pouvait percevoir des censes et des rentes annuelles de ses censitaires. C'était pas énorme. C'était pas aussi lourd que ce que les paysans français devaient payer à la noblesse à la même époque. Il avait le droit de louer et vendre, c'est-à-dire que si le censitaire vendait sa terre, il y avait 1/12 du prix de vente qui revenait au seigneur. C'est évident parce que le seigneur devait trouver un autre censitaire. Très souvent, c'est les seigneurs qui payaient de leur poche pour faire venir les censitaires de France. Hein. N'oublions pas ça. Il avait droit à 1 minot de blé sur 14 qui était moulu dans le moulin seigneurial. Et puis finalement, il y avait différents droits honorifiques, là, des places d'honneur à l'église, dans les processions et tout ça. Alors le censitaire, lui, ben, il avait les obligations qui correspondent aux privilèges du seigneur. Il devait payer les censes et les rentes. Il devait payer le droit de banalité pour entretenir le moulin. Il devait payer les lots et ventes s'il se départissait de sa terre. Il devait aussi accomplir un certain nombre de jours de corvée qui correspondaient à peu près à 3 semaines de travail par année. Et il était tenu de demeurer sur sa terre. Il devait tenir feu et lieu, comme on disait à cette époque-là, sous peine de confiscation. Alors donc, on ne voulait pas que le censitaire décide de prendre le bois pour aller faire le commerce des fourrures plutôt que de cultiver sa terre. Quels étaient les privilèges qu'il recevait en échange? Il avait une terre gratuite, ce qui était considérable pour l'époque, étant donné qu'en France, les terres étaient très rares. Il avait une pleine propriété de sa terre. Il n'était pas un simple métayer, comme c'était le cas pour la plupart des paysans français. C'est-à-dire que le métayer, c'était quelqu'un qui n'était pas propriétaire de sa terre, qui avait quand même le droit d'y rester, mais qui devait en général donner à peu près la moitié de sa récolte annuelle au seigneur. Alors en France, la plupart des paysans étaient métayers. Ici, ils étaient pleinement propriétaires. Donc c'était un statut social et économique bien supérieur. Il était assez facile de nourrir une famille en Nouvelle-France. Il y a une dynamique entre le paysan canadien et le paysan français était tellement considérable qu'il y a un nouveau mot qui est rentré dans la langue, le mot habitant. Le paysan d'ici ne se disait pas paysan comme en France, il se disait habitant. Et être un habitant, c'était avoir un statut social supérieur aux paysans. Bon, bilan du régime seigneurial. Le régime seigneurial a été très efficace pour développer l'agriculture au pays. En fait, ce qui lui a manqué, c'est des hommes, tout simplement. S'il y a un sous-développement
agricole au Canada à cette époque-là, c'est pas parce que le système seigneurial est mauvais, contrairement à ce que certains historiens anglais ont pu dire, mais c'est tout simplement parce qu'on ne recevait pas assez d'immigrants. Il n'y avait pas une très grande distance sociale entre le seigneur et le censitaire. Les deux avaient très souvent un niveau de vie comparable. C'est pas comme la différence de niveau de vie entre les nobles français et les paysans à la même époque. La noblesse seigneuriale ici a plus d'obligations que de privilèges, contrairement à la noblesse française. Et elle ne dispose pas des privilèges politiques qu'avaient les nobles français. En France, pour occuper quelques fonctions, même les plus basses dans l'administration publique, il fallait être noble, et souvent même noble de noblesse assez élevée. Ici, c'était pas du tout le cas. La noblesse seigneuriale avait uniquement pour fonction de développer les terres, de développer les seigneuries, et il y avait d'autres fonctionnaires qui n'étaient pas nécessairement des seigneurs, qui eux autres travaillaient dans l'entourage du gouverneur ou de l'intendant. Malgré tout, on peut parler d'une petite aristocratie canadienne qui s'est formée et qui avait des mœurs et un certain style de vie qui se voulait dans le même esprit que l'esprit aristocratique français du XVIIe siècle. Si vous voulez connaître un peu quel pouvait être l'esprit de la noblesse canadienne, il faut lire les ouvrages de Philippe Aubert de Gaspé, qui a écrit 2 volumes, Les Anciens Canadiens, et aussi ses mémoires. Il a écrit ça dans les années 1860, mais Philippe Aubert de Gaspé rapporte en fait les souvenirs de son père, de ses oncles et aussi de ses grands-parents, qui, eux, avaient connu vraiment ce qu'était le régime seigneurial. Le régime seigneurial au Canada va être aboli après la conquête en 1854. Mais les œuvres de Philippe Aubert de Gaspé reflètent un peu ce que pouvait être la culture de cette classe sociale bien particulière. Revenons maintenant à Jean Talon. Il va s'occuper non seulement du développement agricole, mais aussi du développement industriel et commercial du pays. Il y avait un problème qui se posait sur le plan du commerce pour le Canada. Le problème, c'est que l'économie canadienne n'était pas complémentaire de l'économie française. Elle était plutôt concurrentielle. En fait, tout ce qu'on pouvait produire au Canada, à l'exception des fourrures, mais toutes les autres productions agricoles ou industrielles, mais enfin industrielles à cette époque-là, il faut plutôt parler d'artisanales, mais en fait toute la production qui pouvait se faire au Canada pouvait également se faire en France. Ce n'était pas comme, par exemple, les Antilles. Les Antilles produisaient de la canne à sucre, produisaient du tabac, des choses qu'on ne produisait pas en France. En Nouvelle-Angleterre, c'est la même chose. Les États de Nouvelle-Angleterre, surtout ceux du Sud, la Virginie, la Géorgie, vont avoir une économie tout à fait complémentaire de celle de l'Angleterre. Alors donc, il va s'établir une espèce de commerce triangulaire entre l'Angleterre, la Nouvelle-Angleterre, puis les Antilles anglaises. Voici ce qui arrivait, c'était que dans les Antilles, on produisait les produits exotiques, c'est-à-dire le tabac, la canne à sucre. On envoyait ça en Europe. Mais par contre, les Antilles se nourrissaient avec les produits qui venaient d'Amérique, de Nouvelle-Angleterre. Alors, l'agriculture de Nouvelle-Angleterre nourrissait les Antilles. Les Antilles fournissent à l'Angleterre les produits exotiques. Quant à l'Angleterre, elle envoie en Amérique les produits manufacturés. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le commerce triangulaire. Jean Talon va essayer d'établir le même genre de commerce triangulaire entre la France, la Nouvelle-France et les Antilles françaises. Mais ça ne fonctionnera pas aussi bien que le commerce triangulaire anglais pour 2 raisons qui sont d'ordre strictement géographique. C'est que la distance est plus grande. Pour qu'un bateau parte de France, vienne à Québec et ensuite aille dans les Antilles françaises, ça lui prenait plus d'1 an. Alors que partir d'Angleterre, aller à Boston et ensuite dans les Antilles anglaises, ça se faisait en 6 mois. Et d'autre part, il y avait le problème du fait que le Saint-Laurent est gelé 6 mois par année. Alors donc, c'est pour des facteurs géographiques que le commerce triangulaire qui va faire la fortune de la Nouvelle-Angleterre
ne réussira pas à permettre un développement économique important pour la Nouvelle-France. Alors c'est pour ça que finalement, ça va toujours être la fourrure qui va être la seule activité rentable. En 1672, la politique française par rapport aux colonies change. À ce moment-là, Colbert a moins d'influence à la cour et il est remplacé comme ministre de la Marine par Louvois. Et à ce moment-là, le roi Louis XIV abandonne la politique maritime qui était préconisée par Colbert et revient à une politique strictement continentale. Ça ne veut pas dire qu'il laisse tomber le Canada, mais il dit maintenant que le Canada se développe de lui-même, qu'il se débrouille de lui-même pour se défendre et pour se peupler. Alors c'était pour toutes sortes de raisons impossible, entre autres pour les raisons géographiques que je vous ai expliquées un peu plus tôt. Alors donc, il n'y aura pas par la suite, il n'y aura plus jamais de la part de la France un effort de peuplement du Canada. Le grand effort de peuplement aura duré à peine une dizaine d'années et on peut se plaire à rêver de ce qu'il serait advenu si un tel effort avait été maintenu, non pas pendant 10 ans, mais pendant 50 ou même pendant 100 ans. En fait, si la France avait, pendant 50 ou 100 ans, maintenu la même politique par rapport aux colonies qu'elle faisait du temps de Colbert, et si on avait eu toute une succession de Jean Talon au Canada, au lieu d'en avoir un seul, ben on peut penser que le premier homme qui aurait marché sur la Lune aurait parlé français. La France aurait dominé toute l'Amérique, et finalement, les États-Unis d'Amérique, ça s'appellerait peut-être pas comme ça, mais la première puissance mondiale aujourd'hui serait certainement une puissance française. Mais l'histoire a voulu qu'il en soit autrement. Le roi Castor, le fameux roi Castor, avait tué le projet de colonie mystique qu'avait élaboré M. de Maisonneuve à Montréal. Je vous ai parlé de ça lors de la première conférence. On peut dire que le roi Castor a également tué le projet de colonie développé par Jean Talon. En fait, cette surimportance du commerce de la fourrure va empêcher finalement un développement convenable de la colonie. Et non seulement ça va empêcher un développement de la colonie, ça va même être la cause fondamentale de sa perte. Parce que, puisque le roi de France refusait d'envoyer des colons pour développer la colonie, il va être obligé d'envoyer des soldats pour la défendre. S'il y avait eu suffisamment de colons, ben on aurait produit nous autres mêmes les soldats pour défendre le Canada et jamais l'Angleterre n'aurait pu s'en emparer. Or, c'était beaucoup moins coûteux d'envoyer un colon que d'envoyer un soldat. Ce fut nettement un mauvais calcul de la part de Louis XIV et sa politique coloniale doit être mise sur le côté négatif du bilan de ce règne qui a été par ailleurs très bénéfique et très glorieux. « 1672, donc, Jean Talon retourne en France et arrive un autre personnage, le comte de Frontenac, qui vient ici comme gouverneur. Alors, déjà, le seul fait qu'il soit là, ça montrait un changement dans l'orientation politique du développement de la colonie, parce que M. de Frontenac se préoccupait d'une seule chose, le commerce des fourrures. Et il n'a jamais fait aucun effort pour développer le Canada. Quelle est la situation dans le monde au moment où M. de Frontenac devient gouverneur de la Nouvelle-France? La France est nettement la première puissance militaire en Europe, donc dans le monde. Mais son principal ennemi, ce n'est pas l'Angleterre à ce moment-là. Ses principaux ennemis sont l'Espagne et l'Autriche. Alors, l'obsession continentale de la France, pendant que la France se préoccupait de la menace espagnole et de la menace autrichienne, elle laissait l'Angleterre développer une colonie redoutable en Amérique, une colonie qui va finalement lui faire perdre le Canada. En Amérique, la France a l'espace parce que le territoire de la Nouvelle-France va m'amener couvrir à peu près les 3/4
du territoire nord-américain actuel, mais l'Angleterre a le nombre. Il y a plusieurs guerres qui vont opposer la France et l'Angleterre en Europe à ce moment-là. Il y a la guerre de dévolution d'Espagne, 1667 à 1668. Ensuite, la guerre de Hollande, 1672 à 1678. La guerre de la Ligue d'Augsbourg, 1689 à 1697. Et la guerre de succession d'Espagne, 1701 à 1713. Et à chaque fois qu'il y avait une guerre en Europe entre la France et l'Angleterre, évidemment, il y avait une guerre ici entre les colonies anglaises et françaises. Et j'irais même plus loin, je dirais que souvent, les colonies anglaises et françaises en Amérique se battaient entre elles sans même attendre que les deux métropoles soient en guerre. Alors donc, M. de Frontenac arrive en 1672 et il reste gouverneur de Nouvelle-France jusqu'en 1682. C'est son premier mandat de 10 ans. Ensuite, il est rappelé et il va revenir en 1689. Il va rester ici jusqu'en 1698, année de sa mort. D'ailleurs, monsieur le comte de Frontenac, sa tombe se trouve à être dans la crypte de la cathédrale de Québec, la basilique Notre-Dame de Québec. Donc, il est mort, il a été enseveli ici. Les deux mandats de Frontenac sont très différents. Le premier, c'est un échec monumental. Le deuxième, c'est un succès considérable. En fait, c'est que son premier mandat, de 1672 à 1682, s'est réalisé en temps de paix. Alors, en temps de paix, M. de Frontenac valait pas cher. En temps de guerre, par contre, c'était un homme très utile. Qui était ce Frontenac? Alors, c'est certainement le plus célèbre gouverneur de la Nouvelle-France. Il était de très haute noblesse, mais il était ruiné. Alors, c'était courant à cette époque-là. Et il décide de se refaire une fortune en venant en Amérique. Comment a-t-il pu venir en Amérique? C'est parce que sa femme était une bonne amie de la maîtresse du roi. Alors, grâce à ce contact-là, il réussit à avoir le poste de gouverneur et il va s'enrichir dans le commerce des fourrures. C'était un individu très autoritaire qui avait beaucoup de panache. On se rappelle de sa fameuse phrase « Je vous répondrai par la bouche de mes canons ». Il savait en imposer aux Anglais et aux Indiens. Mais, comme je vous l'ai expliqué, il s'intéressait plus au commerce des fourrures qu'au développement de la colonie. Alors donc, pendant tout son premier mandat, il va être en chicane avec tout le monde. Il était en chicane d'abord avec Monseigneur de Laval à cause de la question du commerce d'alcool avec les Indiens. Alors, je vous rappelle que on échangeait les fourrures essentiellement contre de l'alcool et aussi contre des armes aux Indiens. Et Monseigneur de Laval s'opposait à ce qu'on vende de l'alcool aux Indiens à cause de tout l'impact négatif que ça avait sur le travail des missionnaires. Alors, donc, il va y avoir un bras de fer entre l'évêque et le gouverneur sur cette question-là. Ensuite, il va être en querelle avec l'intendant Duchesneau à cause d'une question de préséance au Conseil souverain, savoir qui va présider le Conseil souverain, est-ce que c'est le gouverneur ou l'intendant. Alors ça a été une querelle terrible. On n'a pas idée comment les querelles de préséance sont quelque chose d'important dans l'Ancien Régime. Aujourd'hui, ça nous fait sourire de voir certaines choses qui pouvaient se passer. Je vais vous donner un exemple d'une querelle de préséance qui fait un peu sourire. C'était entre le gouverneur de Montréal et monsieur de Laval, Monseigneur de Laval plutôt. Avant que Monseigneur de Laval arrive, le gouverneur avait le droit de s'asseoir dans le chœur lors de la messe. Alors, l'évêque trouvait que c'était anormal. Il a décidé de le sortir du chœur et de mettre son banc, qui était quand même un endroit privilégié, mais qui était quand même dans la nef. Et le gouverneur de Montréal s'était opposé à ça. Et il avait demandé à ses soldats de garder jour et nuit son banc dans le chœur de l'Église de Montréal. Alors, disons qu'aujourd'hui, tout ça nous fait rire, mais derrière ça, il y avait toute la question du rapport de force entre l'Église et l'État. C'était pas une chicane d'enfant malgré ce qu'on pourrait penser aujourd'hui. Si on se remet dans la mentalité de l'époque, c'était une question politique. Bon, je dirais pas très importante, mais du moins qui n'était pas sans importance. Alors revenons à Frontenac.
Il est en chicane donc avec Monseigneur de Laval, avec l'intendant du Chesneau, aussi avec le Conseil souverain, parce qu'il veut réduire finalement le rôle du Conseil souverain à pas grand-chose. Il est en chicane avec les Jésuites, aussi pour la question du commerce des alcools. Aussi peut-être parce que Frontenac avait certaines tendances gallicanes, c'est pas impossible. Il est en chicane avec le gouverneur de Montréal, François Perrault. Alors, mais ça, c'est un peu moins glorieux. En fait, c'est que les deux se battaient pour avoir la mainmise du commerce des fourrures. Montréal, c'était le principal centre de traite. Et François Perrault en profitait grandement puisqu'il était gouverneur de Montréal. Alors, ce que Frontenac va faire, c'est qu'il va installer un fort un peu plus loin sur le lac Champlain, qu'il va appeler d'ailleurs le fort Frontenac, pour aller chercher finalement le commerce des fourrures avant que les Indiens arrivent à Montréal. Alors donc, le gouverneur de Montréal s'est scandalisé de ça. Il y a eu une querelle à ce sujet-là. Et même qu'à un moment donné, il y a eu un prêtre sulpicien, l'abbé Fénelon, à ne pas confondre avec le célèbre ennemi de Bossuet, là, c'est pas le même, il s'appelait quand même Fénelon, c'était un sulpicien, et qui a dénoncé en chair M. Frontenac, et Frontenac l'a fait arrêter, il l'a fait emprisonner, il l'a fait renvoyer en France. Alors, sauf que Fénelon avait certains contacts à la cour, et quand Louis XIV a vu que c'était rendu que Frontenac faisait arrêter des prêtres, là, il trouvait que c'était un peu trop. Alors, qui avait raison entre Frontenac et l'intendant du Chesneau? Louis XIV n'a pas voulu trancher, il a décidé de rappeler les deux, tout simplement, et de mettre un terme au conflit. Donc, le 9 mai 1682, Frontenac retourne en France. Mais là, les guerres commencent en Amérique. D'abord, il y a deux guerres qu'il faut distinguer. Il y a la guerre iroquoise, qui commence en 1685 et qui va se terminer en 1701. Et par-dessus ça, va se superposer la guerre contre les colonies anglaises, qui, elles, commencent en 1689 et vont se terminer en 1697 pour reprendre ensuite en 1701 et aller jusqu'en 1713. Alors donc, il y a deux guerres là, qui sont pas nécessairement liées l'une avec l'autre. Les Iroquois et les Anglais sont alliés, mais parfois ils sont alliés, mais pas tout le temps. Ça arrive parfois que les Anglais laissent tomber les Iroquois ou les Iroquois laissent tomber les Anglais pour faire la paix avec les Français. Les objectifs des guerres sont également différents. Pour la guerre iroquoise, il s'agit d'un combat qui vise à contrôler le commerce des fourrures. C'est une guerre commerciale pure et simple. Mais la guerre contre les Anglais, c'est plutôt une guerre territoriale pour le contrôle de l'Amérique et pour le prestige impérial. Après le rappel de Frontenac, on envoie un nouveau gouverneur qui s'appelle M. de la Barre et qui va être là de 1682 jusqu'à 1685. C'était un incapable. Il va tenter de faire la guerre contre les Iroquois et il va la perdre. Sa campagne en Iroquoisie, dans l'actuel État de New York, qu'il va faire en 1684, va être un échec. Il va être obligé de signer une paix honteuse qu'on a appelée la paix de la baie de la famine. C'est là que ça a été signé, en 1685. Et finalement, le gouverneur laissait tomber les tribus indiennes qui étaient alliées à la France. Et les Iroquois vont en profiter pour exterminer une tribu, la tribu des Illinois, qui était un allié traditionnel du roi de France. Alors là, quand les autres tribus indiennes vont voir ça, ils vont être moins intéressés à maintenir leur alliance avec la France et vont plutôt chercher un accord avec les Iroquois. Pendant ce temps-là, les corsaires américains ravagent les côtes de l'Acadie. Donc là, il y a un nouveau gouverneur qui est envoyé, le gouverneur Denonville, qui va être ici de 1685 jusqu'à 1689. Il était un peu supérieur à la barre, c'était un bon administrateur, mais lui aussi un piètre militaire. Il a très mal préparé le pays à la guerre
Et en 1685, il va devoir faire face à une alliance, cette fois officielle, entre l'Angleterre et les Iroquois. Jusqu'à présent, il y avait une alliance tacite, mais là, maintenant, il y a une alliance officielle. N'empêche que à cette époque-là, il y a un personnage qui commence à s'illustrer, et il s'agit de Pierre Lemoine d'Iberville. Pierre Lemoine d'Iberville a été surnommé le Cid canadien, du nom du célèbre chevalier espagnol du Moyen Âge qui avait mené un combat très efficace contre les musulmans qui occupaient l'Espagne. Alors donc, ce Pierre Lemoine d'Iberville a été de loin notre plus grande gloire militaire. C'était un excellent combattant, autant sur mer que sur terre. D'Iberville va battre les Anglais à Terre-Neuve, il va les battre à la baie James, à la baie d'Hudson. Il va faire des raids en Nouvelle-Angleterre. Il va aller se battre contre des navires anglais dans la mer des Antilles. Il va, entre-temps, découvrir l'embouchure du fleuve Mississippi, fonder la Louisiane, et il va finalement mourir à Cuba. Alors donc, il s'est battu sur vraiment tout le continent nord-américain. Il avait une vision stratégique d'ensemble qu'il va exposer à Paris et qui va finalement être acceptée par le roi. Et sa stratégie, c'était d'encercler les colonies anglaises en tenant à la fois la baie d'Hudson, tout le centre du continent et aussi le golfe du Mexique par cette nouvelle colonie qu'il va fonder, là, et qu'il va appeler la Louisiane. Alors, ça a été une stratégie qui a été très efficace pendant une 50aine d'années. Alors, donc, en 1686, il commence à s'illustrer en faisant une attaque surprise sur les postes anglais de la baie James. Et c'était pas une petite chose parce qu'en fait, ils sont partis de Montréal et ont monté en canot jusqu'à la baie James. Alors que les Anglais les attendaient plutôt au cours de l'été. Ils attendaient au cours de l'été par navire. Ils vont arriver au cours de l'hiver et à pied. Alors vous pouvez imaginer la difficulté d'une telle expédition. Mais n'empêche que globalement, les Anglais ont plutôt l'avantage dans cette guerre contre la Nouvelle-France. À un moment donné, M. de Denonville pense attaquer New York et le roi de France lui accorde 300 soldats. Alors c'était vraiment inimaginable de pouvoir attaquer la principale colonie anglaise avec aussi peu d'hommes. À l'été 1689, il y a eu ce que l'histoire a appelé le massacre de la Chine. Les Iroquois vont arriver par la rivière des Prairies, par une nuit très couverte, très sombre, il pleuvait. Donc les sentinelles françaises n'ont pas pu les identifier. Ils vont débarquer au nord de l'île de Montréal, vont traverser l'île et vont se jeter sur les établissements français qui étaient pour la plupart sur la rive sud de Montréal. Alors il va y avoir environ 350 Français qui vont périr en une nuit. Monsieur de Denonville, non seulement n'a rien vu, n'a pas pu prévenir une telle attaque, mais il va même renoncer à poursuivre les Iroquois après dans leur retraite. Alors là, à Paris, on a jugé qu'il avait très mal accompli sa fonction de chef militaire et on va le blâmer et le rappeler en France. Et là, on va ramener plutôt le fameux Frontenac. Et là, vous allez voir que les choses vont changer. Autant Frontenac a été un poison au pays dans son premier mandat, autant il va être le sauveur de la colonie dans son deuxième. À ce moment-là, la Nouvelle-France est au bord de la ruine. Les Anglais occupent l'Acadie. Les corsaires anglais font des raids dans le golfe du Saint-Laurent. Les Indiens délaissent leur alliance avec les Français pour s'allier avec les Iroquois. Le gouverneur du Massachusetts écrase les Abénaquis, qui étaient une tribu alliée des Français. Les forts Niagara et Frontenac sont abandonnés. L'armée française est réduite de 35 à 28 compagnies. Finalement, à part les quelques exploits de d'Iberville, on peut dire que la France est en train de perdre la guerre sur tous les terrains. Et qui plus est, en 1689, il y a une révolution en Angleterre.
Le roi d'Angleterre, qui venait de se convertir au catholicisme, est renversé par des fanatiques protestants. C'est ce qu'on a appelé la Révolution glorieuse. Et à ce moment-là, le trône d'Angleterre est revenu à Guillaume d'Orange, qui était un prince hollandais. Cette révolution-là marque aussi la victoire des protestants puritains contre les protestants anglicans. Et je vous rappelle que les Anglais qui avaient colonisé l'Amérique, et plus particulièrement le Massachusetts, qui avait fondé Boston, étaient des puritains. Alors eux, ils n'étaient pas très sympathiques au roi d'Angleterre, qui était anglican et qui avait même des tendances à être catholique. Mais maintenant qu'on a en Angleterre un roi qui est lui-même puritain, ben là, c'est la réconciliation entre les colonies anglaises d'Amérique et leur mère patrie. En 1690, il y a un premier congrès de 12 colonies américaines qui se tient à New York. Et on discute de quoi lors de ce congrès? On discute essentiellement de chasser la France et les papistes d'Amérique. Alors donc, les protestants américains vont entreprendre une guerre sainte contre la Nouvelle-France. Ce n'est pas les 12 colonies qui vont embarquer, toutefois, il y en aura quelques-unes. Il y aura le Massachusetts, l'État de New York, la colonie de Plymouth, le Connecticut et aussi la compagnie de la baie d'Hudson qui vont fournir des soldats pour attaquer le Canada. Leur plan d'invasion était assez classique, ça va toujours être le même. Il y a une flotte qui arrive par le Saint-Laurent, par le golfe du Saint-Laurent pour prendre Québec, pendant qu'il y a une armée qui, elle, vient par la vallée du Richelieu pour attaquer Montréal. Ça va toujours être pendant les guerres coloniales américaines, ça va toujours être la même stratégie. C'est comme ça que les Anglais vont finir par conquérir le Canada en 1760. C'est comme ça que les Américains vont essayer de le conquérir en 1775. Alors, la géographie imposait cette stratégie parce que, à cette époque-là, les seules voies de communication possibles, c'était les fleuves. La guerre entre la Nouvelle-France et la Nouvelle-Angleterre, c'est la lutte de David contre Goliath. Le rapport a toujours été de 5-1 en faveur des Anglais. Louis XIV envoie 1200 soldats en Nouvelle-France, alors que l'armée française comptait à ce moment-là 279 000 soldats. Donc vous pouvez voir que l'effort qui était mis en Amérique était quand même minime. L'argent se faisait rare, les soldats canadiens devaient mendier leur nourriture. Donc Frontenac n'avait qu'une seule stratégie à adopter, la défense et aussi la guérilla. Il faisait quelques petites escarmouches contre des postes anglais ici et là, mais il ne pouvait pas entreprendre une grande opération offensive. Pendant ce temps-là, les seigneurs s'illustrent dans la guerre, surtout dans la guérilla iroquoise. Et une qui s'est particulièrement illustrée à ce moment-là, c'est Madeleine de Verchères. Vous connaissez peut-être, vous connaissez même sûrement la célèbre histoire de Madeleine de Verchères qui s'est retrouvée à l'âge de 14 ans seule dans le manoir seigneurial, attaquée par quelques dizaines d'Iroquois et qui a réussi à leur tenir tête. L'histoire raconte qu'elle avait installé dans les fenêtres du manoir plusieurs chapeaux et plusieurs fusils pour faire croire aux Iroquois qu'il y avait plusieurs personnes dans la maison. Mais Madeleine de Verchères ne s'illustrera pas seulement une fois contre les Iroquois. En fait, pendant toute sa vie, elle va s'illustrer dans divers combats. Elle va s'illustrer aussi, il faut le dire, dans les gifles qu'elle donnait à ses censitaires et aussi dans les procès qu'elle intentait contre son curé. Mais ça, c'est une autre affaire. À l'hiver 1689-1690, les Français attaquent certains postes en Nouvelle-Angleterre. C'était toujours la même chose. L'hiver, c'était nous autres qui avions l'avantage. L'été, c'était les Anglais. La grande force de la Nouvelle-France, c'était la qualité militaire des soldats canadiens. Québec est désorganisé. La plupart des troupes sont à Montréal, mais M. Frontenac décide de tenir tête aux Anglais. Alors là, l'amiral Phipps envoie un ambassadeur, un émissaire, pour demander la reddition de la ville. Alors cet émissaire-là, ce qu'on fait, c'est qu'on lui bande les yeux et on le promène dans la ville en demandant aux gens qui sont là de toujours être autour de lui, de se déplacer, de faire beaucoup de bruit, comme s'il y avait vraiment beaucoup de monde, comme s'il y avait une grosse armée
à l'intérieur de la ville, alors qu'en fait, il y avait seulement quelques centaines de personnes. Et ensuite, l'émissaire arrive au château Saint-Louis, qui était la résidence du gouverneur, devant Monsieur de Frontenac. Là, on lui enlève le voile qu'il avait sur les yeux, et Monsieur de Frontenac lui parle comme s'il était vraiment à la tête d'une puissante armée qui pouvait se permettre de narguer Alexandre le Grand lui-même. Alors là, lorsque l'émissaire demande à Frontenac de se rendre, il lui répond, il lui dit « Je vous répondrai par la bouche de mes canons ». C'est là qu'il y a eu cette fameuse phrase. Alors l'émissaire retourne à Phipps, et Phipps assiège Québec, mais le siège ne réussit pas. Un petit détail, Monseigneur de Laval, qui était là à ce moment-là, fait sortir un grand portrait de la Sainte Famille qu'il met sur le toit de la cathédrale de Québec, enfin plutôt de l'église qui servait de cathédrale à ce moment-là. C'était une église assez modeste. Alors, pour demander la protection du ciel. Alors, inutile de dire que les Anglais ont considéré ce geste comme un défi et ont tenté d'atteindre avec leurs canons la grande peinture de la Sainte Famille à plusieurs reprises, mais ils ne l'ont jamais atteint. D'ailleurs, à ce moment-là, il faut dire qu'il y avait un séminaire à Québec et que lorsque les Anglais arrivaient, les séminaristes relevaient la soutane, si je puis dire, et prenaient le fusil pour tirer sur l'Anglais. Monseigneur de Laval avait absolument rien contre ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Monsieur l'abbé. Monseigneur de Laval, lui, avait rien contre ça, mais lui-même n'a jamais, évidemment, pris les armes. Alors, quoi qu'il en soit, l'amiral Phipps est obligé de lever le siège de Québec. C'est un échec. Et puis, pour ce qui est de l'armée de terre qui était dans les environs du lac Champlain, elle est arrêtée par une épidémie. Vous savez, à cette époque-là, ce qui arrête les flottes 3 fois sur 4, c'est pas les canons ennemis, c'est plutôt la tempête. Et ce qui arrête les armées de terre 3 fois sur 4, c'est pas les canons ennemis, c'est plutôt l'épidémie. Alors donc, la Providence a joué en faveur de la Nouvelle-France à ce moment-là. En 1696, Frontenac entreprend une campagne en Iroquoisie. Il est alors âgé de 74 ans. Il n'est même plus capable de marcher, mais il se fait porter en chaise. Il y avait une chaise à porteur et il faisait campagne contre les Iroquois dans cet État. Alors, en 1697, il planifie à nouveau, peut-être pour la 3e fois, je pense, une expédition contre New York. Alors, il y a une flotte qui est supposée partir de France, d'attaquer New York pendant que lui aurait descendu le Richelieu et le lac Champlain auraient attaqué par terre, par la voie de terre. Finalement, cette flotte française devait au passage attaquer une escadre anglaise, là, quelque part au large des îles britanniques. Ils n'ont jamais trouvé l'escadre anglaise, donc ils sont revenus en France. La flotte s'est jamais rendue à New York, donc tout ça est tombé à l'eau, comme à peu près toutes les tentatives d'attaque contre New York qui ont été faites dans notre histoire. Il y en a eu beaucoup. Il y a beaucoup de gouverneurs qui ont espéré attaquer New York, mais finalement, il n'y a jamais personne qui a réussi à s'en approcher. En 1697, il y a une paix qui est signée en Europe, c'est le traité de Ryswick, et qui établit le statut quo antebellum. C'est-à-dire toutes les conquêtes qui étaient faites soit par les Anglais ou par les Français revenaient à la situation d'avant la guerre. Alors c'était un peu désavantageux pour la Nouvelle-France parce que d'Iberville avait réussi à conquérir Terre-Neuve, à prendre la baie d'Hudson. Alors ces territoires-là vont retourner à l'Angleterre. Pendant ce temps-là, la guerre contre les Iroquois continue. Frontenac, lui, meurt en 1698. Le gouverneur suivant, c'est M. de Calière qui complète les opérations contre les Iroquois et les force à signer la paix de Montréal en 1601. Mais cette paix-là, ne nous faisons pas d'illusions, c'est en 1701. Je m'excuse. Cette paix-là, ne nous faisons pas d'illusions, était une simple trêve. En 1701, il y a une nouvelle guerre qui éclate en Europe, la guerre de succession d'Espagne, qui va durer jusqu'en 1713. À ce moment-là, le gouverneur de la Nouvelle-France, c'est le marquis de Vaudreuil.
personnage un peu moins connu que Frontenac, mais qui a été quand même un très brillant gouverneur. Il va diriger les destinées du Canada de 1703 à 1725. Il a fait plusieurs raids d'hiver contre Boston, des raids dont on va se souvenir longtemps en Amérique. Même lorsque Québec va tomber en 1760, il fallait lire à ce moment-là les journaux de Boston et de New York pour comprendre à quel point les Canadiens avaient, pendant plusieurs décennies, terrorisé les colonies américaines. C'était vraiment pour eux un très grand soulagement que de voir la chute de la France en Amérique. Mais si les Canadiens remportent des victoires en Nouvelle-Angleterre, les Anglais se reprennent en Acadie et en 1710, ils s'emparent de Port-Royal. En 1711, l'amiral Walker, cette fois-ci, tente la même expédition que l'amiral Phipps avait tenté une vingtaine d'années auparavant, et il arrive dans le golfe du Saint-Laurent avec une flotte. Mais là, cette fois-ci, c'est la tempête qui va protéger la Nouvelle-France, et 8 navires de Walker vont s'échouer à l'île aux œufs, de telle sorte que il va renoncer finalement à se rendre jusqu'à Québec et va retourner à Boston. Donc, on peut dire que malgré tout, en Amérique, la France remporte des victoires. La France a gagné les 2 guerres, au temps de Frontenac et au temps de Vaudreuil. Cependant, ce n'est pas la même chose en Europe. Louis XIV est un roi qui a été presque tout le temps en guerre. Sur 55 années de règne, je pense qu'il y a eu 50 ans de guerre. Louis XIV était en guerre à peu près à chaque année. Et il a vraiment gagné toutes les guerres qu'il a fait. C'est vraiment l'apogée militaire de la France, un apogée. Il faut attendre Napoléon pour avoir encore d'aussi brillantes victoires françaises. Mais malheureusement, Louis XIV aura perdu la dernière de ces guerres, celle de 1713, qui se termine par le traité d'Utrecht. Et le traité d'Utrecht a été désastreux pour la Nouvelle-France. En fait, par ce traité, on donne à l'Angleterre tout le territoire de la baie d'Hudson. On leur donne l'Acadie, Terre-Neuve. On reconnaît la souveraineté du roi d'Angleterre sur les tribus iroquoises. On permet la liberté de commerce entre la Nouvelle-Angleterre et la Nouvelle-France et aussi les Indiens. Donc, ça veut dire que les Indiens alliés des Français maintenant peuvent faire du commerce avec les Anglais sans qu'on puisse leur reprocher. Donc, ça ruinait finalement le commerce de la fourrure de Montréal. Et puis finalement, on établissait des frontières qui étaient mal définies et qui n'étaient que des prétextes à de futures guerres. Donc, on avait gagné militairement la guerre ici en Amérique, mais à cause de la situation européenne, on va la perdre diplomatiquement. De 1713 à 1754, il y a eu une période qu'on peut appeler le cheminement dans la paix. En fait, ça a été une période assez pacifique, sauf pour 1744 jusqu'à 1748, où il y a eu encore une guerre en Europe et en Amérique. Une guerre qui va se terminer à peu près par un match nul. La France s'attend à l'assaut final des Anglais sur la Nouvelle-France. Alors donc, on fortifie le Canada. On développe entre autres la grande forteresse navale de Louisbourg, en Acadie, qui était supposée être le Gibraltar de l'Amérique, qui devait empêcher toute flotte anglaise de traverser le golfe du Saint-Laurent. En fait, Louisbourg, non seulement empêchera jamais une flotte anglaise de passer où que ce soit, mais elle ne sera pas aussi imprenable qu'on le disait. En fait, l'imprenable Louisbourg va tomber 2 fois. Une fois en 1745 et une deuxième fois en 1758. Maintenant, je vais vous parler de la dernière guerre coloniale, la guerre de la conquête qui commence en 1755 et qui se termine en 1760.
Cette guerre-là se superpose à ce qu'on appelle en Europe la guerre de 7 ans. La guerre de 7 ans commence en 1756 et se termine en 1763. Alors vous voyez qu'en Amérique, ça a commencé 1 an, et peut-être même, peut-on dire 2, avant que le conflit n'éclate entre les deux métropoles en Europe. Alors la guerre de 7 ans est la première guerre qu'on peut qualifier de mondiale, en ce sens que la France et l'Angleterre se sont battus sur les 5 continents du monde. Ils se sont battus en Europe, ils se sont battus en Amérique, ils se sont également battus en Asie. La France et l'Angleterre avaient en Inde des colonies qui se faisaient la guerre exactement comme leurs colonies en Amérique. Et la France va être chassée des Indes à ce moment-là, comme elle va être chassée d'Amérique. Le résultat de cette guerre était inévitable. Il était inévitable pour 2 raisons. La première raison, c'est que la France avait pratiqué une mauvaise politique coloniale depuis plus d'1 siècle. En fait, à partir du moment où on rappelle Jean Talon, où on abandonne la politique de Colbert, où l'on décide de laisser le Canada à lui-même, le roi Louis XIV avait déjà décidé qu'à long terme, il perdrait ses colonies américaines. La deuxième cause du caractère inévitable de la victoire anglaise, c'est la supériorité de la marine britannique sur la marine française. Cette supériorité s'explique par des raisons géographiques. Comme je vous l'ai dit au début de la conférence, l'Angleterre est une île, donc elle peut se permettre d'avoir une politique uniquement maritime. La France est un pays amphibie, qui oscille toujours entre une politique maritime et une politique continentale, mais finalement, c'est la politique continentale qui l'emporte, et c'est normal, parce que la France a des ennemis à combattre sur son propre territoire, contrairement à l'Angleterre. Maintenant, voyons plus en détail comment s'est préparée la guerre de la conquête. Au milieu du XVIIIe siècle, l'opinion publique en France est assez hostile au Canada. Et il faut voir là le résultat de l'œuvre de propagande des philosophes des Lumières, dont Voltaire est le plus célèbre. Vous vous rappelez peut-être de la fameuse phrase de Voltaire qui disait « Le Canada, ce n'est que quelques arpents de neige ». Mais en fait, Voltaire n'était pas le seul. Montesquieu aussi disait depuis longtemps que la France devait se débarrasser de ses colonies. En fait, il y avait dans l'opinion publique un courant très fort qui était alimenté par les philosophes des Lumières à l'effet que la France devait se replier sur son territoire, sur le continent européen. D'ailleurs, dans l'encyclopédie de Diderot, l'article « colonie » est très défavorable à l'empire colonial. On prétend que la colonisation affaiblit la métropole, qu'elle la dépeuple. En fait, la seule colonie qui est utile aux yeux des philosophes, c'est les colonies qui fournissent des produits exotiques, comme les Antilles. Alors, on peut voir là l'esprit utilitariste qu'il y a dans ce courant de pensée philosophique. L'idée que l'on puisse développer une colonie soit pour faire rayonner le catholicisme chez les peuples païens, ou encore simplement pour favoriser une expansion de la civilisation française à l'extérieur de l'Europe, tout cela leur passe par-dessus la tête. Eux autres, la seule chose qui les intéresse, c'est l'utilité économique immédiate. Alors, cette pensée-là va se répandre beaucoup à la cour et va empoisonner la volonté de résistance de la France en Amérique. D'ailleurs, il est assez caractéristique chez les peuples décadents de les voir abandonner leur colonie. Habituellement, un peuple jeune et vigoureux tend à s'étendre, et quand un peuple se replie sur lui-même, quand un peuple renonce à toute expansion extérieure, à tout empire, en général, vous pouvez voir là le signe d'un peuple qui est en décadence. Et puis en plus, la France était à ce moment-là traversée par un esprit anglomane qui était très très dévastateur.
à cause de l'influence des philosophes des Lumières, on admirait, je dirais même on idolâtrait l'Angleterre. Alors ça va très mal de vous battre contre un ennemi que vous admirez, auquel vous ne rêvez que de ressembler. Donc, psychologiquement, la France est mal préparée à affronter cette guerre-là, tant en Europe qu'en Amérique. Et à l'inverse, en Angleterre, la presse, elle, prépare l'opinion publique à la guerre américaine. Elle répand l'idée que, au contraire, l'avenir de l'Angleterre se joue en Amérique, que les colonies américaines sont quelque chose de très important et qu'il est primordial de chasser la France du Nouveau Monde. Maintenant, la situation militaire. La France est un pays très riche à ce moment-là, c'est le pays le plus peuplé d'Europe, mais son gouvernement est assez pauvre parce que le roi a beaucoup de difficultés à aller chercher des impôts en France. Pourquoi? Parce que la noblesse avait depuis très longtemps, souvent depuis le Moyen Âge, toutes sortes de privilèges que le roi n'arrivait pas à casser. Quand il adoptait des lois pour aller chercher des taxes, à ce moment-là, ces lois-là étaient considérées comme inconstitutionnelles par les parlements. Les parlements qui étaient finalement à la défense de la noblesse. Alors on voit déjà le climat de la Révolution française qui se prépare. Le roi a beaucoup de responsabilités, il a peu de ressources, les parlements utilisent les anciens privilèges féodaux pour nuire, pour réduire finalement l'autorité du roi, de telle sorte que ça va avoir un impact négatif sur les forces militaires. En fait, depuis la fin de Colbert est mort en 1683, depuis la fin du régime de Colbert, la marine avait été très négligée en France. La marine royale comptait 276 vaisseaux en 1670, elle n'en comptait que 40 en 1715. Lorsque la guerre éclate en 1755, la France peut compter sur 75 navires alors que l'Angleterre en a 160. 4 ans plus tard, en 1759, l'Angleterre pourra compter sur 422 navires. Alors il y avait vraiment là au niveau maritime une disproportion considérable. Et si on ne pouvait pas tenir l'Atlantique, on ne pouvait évidemment pas tenir l'Amérique. Maintenant, sur le continent européen, la politique britannique a toujours été la même à toutes les époques. Les Britanniques s'assurent qu'il n'y a pas une puissance européenne qui puisse dominer tout le continent. Parce que si une puissance européenne arrivait à unir l'Europe, ensuite elle se jetterait contre les îles britanniques et contre l'Empire britannique. Alors donc les Anglais, ce qu'ils font, c'est que ils appuient les puissances secondaires en Europe contre la puissance numéro 1. À cette époque-là, c'est la France qui est la puissance numéro 1, donc l'Angleterre va s'allier à l'Autriche et à la Prusse, qui sont des puissances secondaires. Quand, au 19e siècle, l'Allemagne va devenir plus puissante que la France, là, l'Angleterre va renverser les alliances et va s'appuyer sur la France contre l'Allemagne. Mais c'est toujours la même tactique, c'est que on appuie les plus faibles contre le plus fort pour maintenir finalement la grande puissance européenne sur le continent et comme ça être libre de faire tout ce qu'on veut sur les mers et dans le reste du monde. Jusqu'en 1748, le principal allié de l'Angleterre en Europe, c'était l'Autriche. Mais il va y avoir par la suite une alliance entre la France et l'Autriche. Les deux pays qui étaient traditionnellement ennemis vont s'allier, et c'était très bien puisque c'était deux pays catholiques. Et le roi Louis XVI va d'ailleurs épouser Marie-Antoinette, qui était la fille de l'empereur d'Autriche. Donc à ce moment-là, la France devient alliée à l'Autriche. L'Angleterre a besoin de se trouver un nouvel allié et elle va se tourner vers la Prusse. L'État prussien, ancêtre de l'Allemagne, qui était un État très militaire, va s'allier avec l'Angleterre plutôt en 1756. Dans tout ce jeu diplomatique, la France n'a pas été capable d'isoler l'Angleterre. En fait, la France aurait dû s'allier à la fois à la Prusse et à l'Autriche, mais c'était très difficile parce que la Prusse et l'Autriche étaient eux autres mêmes ennemis. Alors donc la France aurait dû avoir deux ennemis dans son alliance. C'est quelque chose qui est très difficile à faire.
Il y en a un qui va réussir à faire ça, c'est Bismarck au 19e siècle. Bismarck va être capable de s'allier à la fois avec la Russie et avec l'Empire austro-hongrois, qui avait d'énormes conflits territoriaux entre eux. Pendant plus d'une vingtaine d'années, là, Bismarck va être capable de maintenir un équilibre entre ces deux pays-là, et de cette manière-là, il va isoler la France en Europe. Mais Bismarck était vraiment un diplomate hors pair. Louis XV, qui gouvernait à ce moment-là la France, n'a pas été capable d'en faire autant. Maintenant, parlons de la situation en Amérique comme telle. On ne peut pas dire que la France a laissé tomber le Canada. Ça, c'est un des autres mythes qu'il y a dans notre histoire, et l'effet que la France nous aurait abandonnés. C'est faux, la France, lors de la guerre de la Conquête, va faire un effort considérable. Considérable pour le peu de moyens dont elle disposait. Malheureusement, cet effort, qui était très généreux, a été trop tardif. Comme je vous l'ai dit plus tôt, l'effort aurait dû être fait au temps de Louis XIV, au temps de Jean Talon, et on aurait dû envoyer plus de colons plutôt que d'envoyer à la dernière minute des soldats qui coûtaient extrêmement cher. N'empêche que Louis XV va envoyer 3750 soldats et environ 1 million de livres. La livre, c'est la monnaie de cette époque-là. Alors, ça nous donne quoi comme rapport de force? Finalement, si on calcule les troupes françaises, les troupes canadiennes et les Indiens alliés, on dispose de 22 000 hommes. Et du côté anglais, américain et iroquois, il y a 63 000 hommes. Donc, le rapport est d'à peu près 3 pour 1. 2 pour 1, je m'excuse. L'habileté des miliciens canadiens, dont je vous ai parlé un peu plus tôt, compense pour l'infériorité numérique, mais il y a toujours une limite à la guerre, à ce que vous pouvez faire. Vous avez beau être les meilleurs soldats au monde, quand l'adversaire est 3 fois, 4 fois, 5 fois plus nombreux, vous allez finir par perdre, c'est inévitable. En plus, les fortifications étaient très mauvaises en Nouvelle-France, on l'avait vu avec l'exemple de Louisbourg. Le territoire à défendre était trop grand, la famine régnait. Du côté des chefs, le gouverneur, à ce moment-là, c'est Vaudreuil. Mais attention, c'est pas le même Vaudreuil dont je vous ai parlé plus tôt. Il s'agit de son fils. En fait, le marquis de Vaudreuil avait été gouverneur de 1703 à 1725, et donc il avait été là assez longtemps. Il y avait un réseau d'influence considérable, d'amitié et tout ça. Et c'est son fils qui va être nommé gouverneur en 1755. Et ce qu'il y a de très intéressant dans ça, c'est que M. de Vaudreuil fils était né au Canada. Donc là, on avait un gouverneur canadien. Inutile de dire qu'il était très populaire parmi la population. On dirait qu'il y avait une espèce de dynastie qui était en train de se fonder. Je pense que si le Canada était resté dans l'Empire français, on aurait eu une succession de Vaudreuil gouverner le pays jusqu'à ce que le Canada devienne peut-être une espèce de duché ou quelque chose comme ça, rattaché à la France dans la dynastie des Vaudreuil. Mais en fait, là, je me permets de rêver, de faire de l'histoire-fiction. Sauf que M. de Vaudreuil était très populaire, mais on envoie Montcalm pour commander les troupes. Et là, il y avait un problème, parce que normalement, c'était le gouverneur qui était le commandant de l'armée, mais là, on envoie un commandant particulier, parce qu'on voit la guerre s'en venir. Donc, on se trouve avec 2 commandants, Vaudreuil et Montcalm, dont un est français, l'autre est canadien. Alors, inutile de dire que on a là matière à conflit, c'est inévitable. Alors, les historiens ont beaucoup parlé du conflit entre Montcalm et Vaudreuil. Dans les livres d'histoire français, vous lisez que le Canada était perdu parce que le stupide Vaudreuil ne voulait pas obéir au grand Montcalm. Dans les livres d'histoire du Canada, vous lisez au contraire que le maudit français de Montcalm ne voulait pas se fier au bon Canadien de Vaudreuil. Quelle était la réalité? La réalité était probablement que les 2 hommes étaient d'aussi grande valeur l'une que l'autre, mais quand vous avez 2 chefs pour une même armée, ça peut pas faire autrement que de
de poser un problème. Et d'ailleurs, à Paris, on l'a vu, puis finalement, on a décidé de trancher qui était l'unique commandant des troupes, et c'était Montcalm. Sauf que on a tranché ça un peu tard. Mais il faut pas se faire d'illusions, du côté ennemi, il y avait autant de conflits entre les Britanniques et les Américains. Alors, les miliciens américains et puis les soldats réguliers britanniques ne s'aimaient pas plus. Alors ça, c'était caractéristique de la situation américaine. Pendant ce temps-là, on a un sinistre intendant qui s'appelle François Bigot. Et ce François Bigot va vraiment se livrer à de très grandes prévarications. C'était finalement un profiteur de guerre. Il va vendre à prix d'or des denrées qui arrivaient de France et tout ça. De telle sorte que, par la suite, après la chute du Canada, on va lui faire un procès en France et on va un peu le rendre responsable de la défaite. Sa responsabilité n'est pas si grande que ça, mais n'empêche que quand on pense à M. Bigot et à son entourage, on a le sentiment d'une fin de régime. C'est comme si là, on savait que ça achevait et on se disait, ben, pour le temps qui nous reste, on va s'amuser. Alors, il y avait des balles à n'en plus finir au manoir de l'intendant, pendant que les soldats, eux autres, qui étaient chargés de défendre la colonie, avaient même pas de quoi s'habiller et se nourrir. Alors, inutile de dire que ça a scandalisé les contemporains. Maintenant, parlons des opérations militaires. Il y avait eu une guerre entre les colonies de 1744 à 1748. En fait, depuis 1748, il y avait toujours eu une guerre larvée. Il y avait toujours des escarmouches ici et là, dans des postes éloignés dans l'ouest ou encore entre des navires au large de l'Acadie. La guerre n'a jamais vraiment cessé en Amérique. En 1754, Londres décide d'envoyer des régiments en Amérique. On se prépare à la guerre. En 1755, la France envoie des renforts. Le 10 janvier 1756, c'est le début officiel de la guerre de 7 ans. Mais en fait, depuis un an, on se battait sur le continent américain. La guerre commence par des victoires françaises. Cette guerre de la conquête, bon, à long terme, la défaite était peut-être inévitable, mais lorsqu'elle commence, ça ne semble pas si évident qu'on va la perdre. En fait, Montcalm et Vaudreuil s'avèrent être des chefs militaires de génie. Et ils remportent des victoires, notamment à Monongahela, à Chouagan et à William Henry. 3 forts de l'Ouest américain qui tombent. Quand je dis l'Ouest américain, je veux dire plutôt la région des Grands Lacs, là. C'est pas le Far West, c'est le Middle West américain. Il y avait donc plusieurs forts anglais qui ont tombé. En 1758, il y a la bataille de Carillon, qui marque une victoire brillante des Français. Les Français étaient à peu près 2000 et ils devaient affronter quelque chose comme 6 ou 7 000 Anglais, qui étaient commandés par le général Abercrombie. Alors, Montcalm a brillamment repoussé l'offensive anglaise, de telle sorte que Londres va rappeler Abercrombie, va le démettre de ses fonctions. Ça a été la dernière victoire française en Amérique. C'est un glorieux souvenir. Et c'est en l'honneur de cette bataille de Carillon qu'on a baptisé l'ancêtre du drapeau du Québec actuel, le Carillon, le Carillon Sacré-Cœur. Vous savez, à l'époque où les fleurs de lys étaient pointées vers le centre, on n'appelait pas ça le fleur de lys, on appelait ça le Carillon. Alors c'était à cause de la dernière bataille, la dernière victoire de Montcalm contre les Anglais. Mais après cette dernière victoire, il y a eu une succession de défaites parce que les Anglais étaient quantitativement supérieurs. D'abord, en 1755, il y a la capitulation de Beauséjour en Acadie. Quelques mots sur cette triste déportation. L'Acadie appartenait à l'Angleterre depuis 1713, depuis le traité d'Utrecht. Sauf qu'il y avait une partie de l'Acadie qui était restée française, l'île du Cap-Breton, qu'on appelait à l'époque l'île royale.
Alors, ce que les gouverneurs de la Nouvelle-France faisaient, c'est qu'ils incitaient les Acadiens à aller s'installer à l'île Royale pour continuer le combat éventuellement contre l'Angleterre. Sauf que l'île Royale, ou l'île du Cap-Breton, c'est pas des terres très fertiles. Alors, les Acadiens ont préféré rester chez eux, dans la Nouvelle-Écosse, où ils étaient déjà installés depuis longtemps et où les terres sont très fertiles. Par contre, les Acadiens ne voulaient pas avoir à se battre contre les Français. Alors, c'est pour ça que les Acadiens ont refusé de prêter serment d'allégeance au roi d'Angleterre. S'ils prêtaient serment d'allégeance, à ce moment-là, ils devenaient sujets britanniques. En conséquence, ils devaient se battre avec les Britanniques contre la France. Alors là, le gouverneur anglais d'Acadie, l'Acadie qui était maintenant rebaptisée Nouvelle-Écosse, leur avait dit, bon, ok, faites pas le serment, en autant que vous restez neutre dans le conflit, les futurs conflits entre la France et l'Angleterre, on ne vous forcera pas à prêter serment. Sauf que, et d'ailleurs, quand il y a eu la guerre de 1744-1748, les Acadiens ont scrupuleusement respecté cette neutralité. Ils n'ont pas fait aucune difficulté aux troupes anglaises. Sauf que là, les Anglais commencent à songer à les déporter. Et voici quel est l'argument qui a été employé. C'est que, n'ayant pas fait le serment, on leur a dit, vous n'êtes pas sujet britannique, donc vous n'êtes pas protégé par les lois britanniques. Donc vos terres ne vous appartiennent pas. Mais on avait incité préalablement les Acadiens à ne pas prêter serment, justement pour qu'ils puissent rester neutres. Alors cet argument était un argument juridique fallacieux qui a été entériné par les plus hautes cours en Angleterre. Et d'ailleurs, en général, vous voyez ça dans l'histoire, quand l'Angleterre fait une saloperie en quelque part sur la planète, elle le fait toujours dans des règles juridiques impeccables. On n'a qu'à penser, par exemple, quand le Conseil privé de Londres a décidé d'abolir les écoles françaises au Manitoba, comment leur raisonnement juridique était admirable. On n'a qu'à penser à la fameuse décision du Conseil privé dans la question des frontières du Labrador, où ils ont donné finalement à Terre-Neuve plus de territoire même que Terre-Neuve en demandait, ce qui en droit, ça se fait pas. Je veux dire, il y a un principe en droit comme quoi qu'on ne donne jamais à un demandeur plus que ce qu'il demande. Alors bref, comme on dit souvent, le droit anglais, c'est en fait le droit des Anglais. Alors donc, sur ce raisonnement juridique fallacieux, on a justifié la déportation des Acadiens. Le coup s'était préparé longtemps d'avance. En 1749, on fonde Halifax, on fait venir 2000 colons, on fait venir aussi des soldats, parce qu'on sait que ça va prendre beaucoup d'Anglais pour faire cette déportation. Et l'objectif était pas militaire. En fait, c'est pas vrai que les Acadiens posaient un problème militaire à l'armée anglaise. On voulait vraiment s'emparer des meilleures terres de Nouvelle-Écosse. Et un autre point aussi, c'est que dans les guerres européennes du 18e siècle, ce sont des guerres assez chevaleresques. On ne s'attaque pas aux civils. Ce sont des guerres, on a parlé même de la guerre en dentelle. Bon, n'exagérons rien, là, c'était une guerre dans ce temps-là comme aujourd'hui. Mais ça se faisait uniquement entre militaires. Il n'y avait même pas de service militaire obligatoire à ce moment-là. Il y avait les nobles qui faisaient la guerre parce que c'était dans leur statut. C'était un devoir lié à leur privilège. Et puis, il y avait les mercenaires. Il y avait des gens qui s'engageaient volontairement, qui étaient payés pour être les simples soldats. Mais on ne recrutait pas, on n'engageait pas de force des gens pour se battre. À plus forte raison, on ne s'attaquait pas aux civils. Sauf que la déportation des Acadiens va être le début d'un changement dans la guerre européenne. C'est un crime de guerre. C'est le début de la sinistre époque des crimes de guerre. Et ça va s'accentuer avec les guerres de la Révolution, les guerres napoléoniennes et finalement les guerres mondiales du XXe siècle.
Mais revenons maintenant à la guerre de la conquête. En 1758, il y a la chute de Louisbourg, la deuxième prise de Louisbourg, ce fort imprenable. Il y a la chute du fort Frontenac, qui était sur le lac Champlain. Les Français abandonnent l'Ohio dans l'ouest. Et finalement, les Anglais et leurs alliés bloquent complètement les pays d'en haut, c'est-à-dire la région des Grands Lacs. À ce moment-là, Montcalm lance un appel à Paris. Il y a 3 possibilités. Soit vous signez la paix, soit vous nous envoyez des renforts considérables, ou soit vous me donnez la permission de capituler. En 1759, il reste seulement 10 000 soldats sous les ordres de Montcalm, alors que les Anglais ont une armée d'invasion de plus de 60 000 hommes. La France est en train de perdre la guerre en Europe, et au même moment, William Pitt devient premier ministre d'Angleterre. Devient premier ministre d'Angleterre en 1758, et là, ça marque définitivement un changement dans la politique anglaise. William Pitt décide de mettre tous les efforts requis pour conquérir l'Amérique. C'est-à-dire que dans cette guerre de 7 ans, qui est à l'échelle mondiale, la priorité numéro 1 pour l'Angleterre, ça va être la prise de Québec, la prise du Canada. Alors que pour la France, il y avait beaucoup d'autres priorités avant le Canada. Et là, on envoie massivement des troupes britanniques. Ça, c'est une chose qu'il faut avoir en tête, c'est que dans toutes les guerres coloniales avant, que ce soit au temps de Frontenac, au temps de Vaudreuil, on n'avait pas à se battre contre des soldats britanniques comme tels. On se battait contre des Anglais d'Amérique, contre des Américains finalement. Et les colonies américaines avaient beau être plus nombreuses, elles étaient divisées en plusieurs. Il y avait 12 colonies américaines, il va en avoir 13 à la fin. Les 13 qui vont finalement se révolter contre l'Angleterre en 1776. Mais ces 13 colonies-là étaient divisées. Divisées politiquement, divisées aussi sur le plan religieux. Donc, même s'ils étaient plus nombreux, il n'y avait pas une véritable unité. D'autre part, les troupes britanniques, eux autres, ne se mêlaient pas du conflit colonial. Mais c'est différent dans la guerre de la conquête où là, il va y avoir massivement des troupes anglaises qui vont venir aider les troupes américaines. Alors, tant qu'on avait affronté rien que les Américains, on pouvait tenir, mais avec l'arrivée des Britanniques, les choses vont changer. Alors là, il y a 3 armées anglaises qui arrivent. La première est dirigée par Wolfe et elle vient par le Saint-Laurent. L'autre est dirigée par Amherst, elle arrive des pays d'en haut. Et la troisième arrive par le Richelieu et est dirigée par Murray. Le 13 septembre 1759, c'est la bataille des plaines d'Abraham et les Français perdent. Montcalm et Wolfe perdent la vie dans cette bataille-là. Le 20 avril 1760, donc les Anglais occupent Québec pendant l'hiver. En septembre, ils ont pris Québec, ils occupent Québec. Pendant l'hiver, la guerre n'est pas finie, là. Pendant l'hiver, les Français préparent leur revanche. Le nouveau commandant, c'est Lévis. Et le 20 avril 1760, il bat les Anglais à Sainte-Foy. Il se prépare à assiéger Québec. En fait, Lévis était sur le point de reprendre Québec. Sauf que là, on est au printemps, le fleuve dégèle, on attend le premier navire. Alors, le premier navire va-t-il être un navire français ou un navire anglais? Parce que voici ce qui arrive, c'est que comme il n'y a pas de communication entre le Canada et la France pendant l'hiver, entre le moment où Québec tombe, le 13 septembre 1759, et le moment où on le sait à Paris, il s'écoule plusieurs mois. Et en fait, en avril 1760, Lévis était même pas sûr qu'en France, on était au courant de la chute de Québec. Il y avait toujours des informations qui pouvaient passer par Boston et par New York, parce que là, il y avait toujours une communication, mais là, c'était des messages qui passaient par le biais de réseaux d'espionnage. Alors, ça pouvait marcher, ça pouvait ne pas marcher. Mais ce qu'on se disait, c'était que si le premier navire qui arrive est un navire anglais, c'est la preuve qu'à Paris, on sait que Québec est tombé et qu'on a décidé de ne pas reprendre Québec. À l'inverse, si le premier navire avait été un navire français,
ben là, les Anglais se seraient dit, les Anglais de Québec auraient probablement capitulé et auraient abandonné la ville en disant, ben on va se reprendre un peu plus tard. Or, il se trouve que ça a été un navire anglais. Lévis en a conclu qu'à Paris, on n'avait plus l'intention de reprendre le Canada. Et il avait d'ailleurs raison. C'est exactement ce qu'on avait décidé. Et il se replie sur Montréal. En mai 1760, les Anglais arrivent à Montréal. Et le 6 septembre, il y a 21 000 soldats anglais qui affrontent 2 000 soldats français. Le rapport est de 10 à 1. Aucune bataille est possible dans de telles conditions et le gouverneur Vaudreuil décide de capituler sans même combattre. Dans le traité de capitulation de Montréal, il y a d'abord le refus des honneurs militaires. Les Anglais refusent d'accorder aux Français les honneurs militaires. Pourquoi? Parce que les Français ne s'étaient pas battus à Montréal. Comme ils s'étaient battus à Québec, on avait accordé les honneurs militaires aux troupes françaises de Québec, mais on ne les accordera pas à Montréal, de telle sorte que Lévis va brûler ses drapeaux pour pas qu'ils ne tombent aux mains de l'ennemi. Vous avez peut-être déjà vu cette fameuse image là qui a été mise en peinture par, je ne sais pas si c'est par Suzor Côté ou par peut-être Antoine Plamondon, Lévis brûlant ses drapeaux. Mais il y a d'autres clauses dans le traité. Entre autres, dans le traité de capitulation, on affirme que les sauvages alliés aux Anglais n'ont jamais commis de cruauté. Donc, on ne pourra pas les poursuivre pour crimes contre l'humanité. Deuxièmement, on affirme que les Anglais vont respecter les biens et les personnes des Canadiens. Donc, juridiquement, là, ce n'était pas possible de faire une déportation des Canadiens comme on avait fait la déportation des Acadiens. Sauf que dans ce traité de capitulation, les Acadiens étaient exclus. Donc les Anglais ne s'engageaient pas à respecter les biens et les personnes des Acadiens. Ils s'engageaient par contre à respecter le libre exercice de la religion, de même que les biens et les personnes des communautés religieuses qu'il y avait ici, jusqu'à ce que le roi d'Angleterre prenne une décision. Alors donc c'était une tolérance, mais bien temporaire. Mais n'empêche que la capitulation de Montréal n'a pas été une reddition sans merci. En fait, c'était une capitulation sous condition. Et la condition la plus importante, c'était le droit de continuer à exercer librement la religion catholique. Bon, comme je vous l'ai dit, les Anglais nous accordaient ce droit-là, mais sous réserve d'une future décision. Dans leur esprit, c'était temporaire. Pour nous, c'était un droit acquis permanent. Et c'est là-dessus que par la suite, sous le régime anglais, nos ancêtres vont s'appuyer pour défendre les droits de l'Église. Mais je vous parlerai de ça dans la prochaine conférence. Maintenant, conclusion générale pour le régime français. On peut reprocher à la France de ne pas avoir compris que l'avenir du monde se jouait en Amérique. L'historien René Grousset disait que se replier sur le vieux monde, c'était oublier le monde. Bon, ne soyons pas trop sévères dans nos reproches et remettons-nous dans le contexte de l'époque. Aujourd'hui, il nous apparaît évident que l'avenir du monde devait se jouer en Amérique. En 1750 ou en 1660, la chose n'était pas aussi évidente. En fait, pour les Européens, une colonie en Amérique, c'était aussi important que peut-être l'être pour nous les stations orbitales actuellement. Mais n'empêche que l'Angleterre a eu le mérite de comprendre plus rapidement que la France que l'avenir de l'Amérique était pour peser lourdement sur l'avenir du reste du monde, et donc aussi du vieux continent. On doit surtout reprocher à Louis XIV d'avoir délaissé la politique maritime de Colbert et de ne pas avoir fait suffisamment d'efforts pour peupler le Canada. Et pourtant, le bilan est quand même positif, le bilan du régime français, parce que la France a laissé en Amérique un nouveau peuple. Ce peuple est ethniquement et culturellement homogène, il est enraciné dans un ordre catholique et français. Je vous ai dit lors de la première conférence que la trame de fond de notre histoire, c'est la survivance,
la lutte pour la survie résume toute l'histoire du Canada français. Nous avons vu que, au temps de la Nouvelle-France, cette lutte fut essentiellement militaire, contre les Iroquois et contre les Anglais. Maintenant, dans la prochaine phase de notre histoire, la lutte deviendra d'abord culturelle et ensuite politique. C'est ce dont je vais vous parler dans les prochaines conférences sur le régime anglais. Je vous remercie.